Un médecin anciennement chirurgien agréé est maintenant accusé d'avoir retiré le mauvais organe à un patient, le tuant sur la table d'opération. Si tu fais une erreur aussi grave et que tu restes quand même arrogant, c'est une autre forme d'arrogance à ce stade. Et ce que la police et une plainte alléguée s'est passé après cette opération, c'est là que cette histoire devient encore plus choquante. Nous enquêtons sur l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Take your seatbelt off. Get out. You got nothing? Get out. Yes, I'm getting out. Which car? I got his right on. Huh? There's people in the vehicle. I'm giving him a ride. Okay, hold on. There's people in the vehicle. I'm giving him a ride. Okay. Nous ferons cela dans une minute. D'accord, oui. Oui. Pull him back. Pull him back. Okay. Ils vont à Osa. Ils avaient un mandat. Ils devaient aller en prison, on dirait. Oh mon Dieu. Imagine, tu appelles un taxi en vacances en Floride et les flics encerclent la voiture. Ils sortent leurs armes et tu découvres que ton chauffeur est en train de se faire arrêter. Et c'est dans une affaire troublante, une affaire d'homicide involontaire. Et il est chirurgien. Dans cette situation, ce chauffeur, il s'appelait Thomas Chechnowski, et la police avait un mandat d'arrêt en cours contre lui, parce qu'ils affirment qu'il a retiré le mauvais organe à un patient. Et selon la police, il a retiré le foie d'un homme de 70 ans alors qu'il était censé lui enlever la rate, et cela aurait tué cet homme directement sur la table d'opération. Mais voilà, cette opération a eu lieu en 2024, l'arrestation a eu lieu il y a seulement quelques semaines. Donc pendant près de 2 ans, ce médecin est devenu chauffeur VTC. Il était apparemment libre. Désormais, l'hôpital risque des problèmes car la veuve de William Bryan, 70 ans, poursuit en justice. Et son avocat affirme que l'hôpital a tenté d'étouffer l'affaire. Nous avons parlé à l'avocat. Vous l'entendrez dans un instant. Et nous avons également une déclaration de l'hôpital. Apparemment, leur réponse à des accusations très choquantes. Nous allons tout expliquer. Mais d'abord, parlons de ce qui s'est passé le 13 avril 2026, car c'est ce jour-là que la police est intervenue et que c'est devenu une enquête criminelle. Enlève ta ceinture, sors. You got nothing? Get out. Yes, I'm getting out. Which car? I got his right on. Huh? There's people in the vehicle. I'm giving him a ride. Okay, hold on. There's people in the vehicle. I'm giving him a ride. D'accord, on fera ça dans une minute. D'accord? Oui, il y a d'autres personnes là-dedans, oui. Pull him back. Pull him back. Ils vont bien s'en sortir. Alright. Tu as quelque chose dans ta poche? Laisse-moi parler. Coupe-moi. Non, monsieur, rien. D'accord. No, sir. Big deal on this now. Nothing explain. Thomas, where's your ID at? Who's this car? Prépare-le. Je le prends. Ramenez-le. Où est votre voiture? Merci. Go back here. C'est une course Uber. Allez, viens traîner ici avec moi. Oh, Nous sommes dans un Uber. Tu nous as fichu une de ces trouilles? Non, je ne crois pas. Je pensais que tu arrêtais le gars à côté, mais c'était nous. Oh. Nous sommes en vacances. Où essayez-vous d'aller? Je ne sais pas, nous ne savons pas. Où que le GPS nous mène, il faut que je prenne mon téléphone et que je le suive. D'accord. Entre juste ici. Est-ce que l'un de vous pense avoir besoin de voir un médecin ou quelque chose? Recule un peu, frère. Oui, recule juste un peu pour moi maintenant, s'il te plaît. Tu te moques de moi? Eh bien, il conduit pour Uber. Va voir le punk. Je pense que c'est la fille. C'est elle qui a enlevé le foie l'an dernier. Je ne sais pas qui c'est, mais je suis surpris qu'il travaillait pour Uber. Vous allez en ville aujourd'hui?
Oui, on est arrivés en prison hier soir. Yeah. Oh, Oh mon Dieu. Je ne sais pas si elle l'a dit, mais il avait un mandat et devait aller en prison. Oh là là! Comment a-t-il pu me pointer du doigt alors qu'il était devant moi? Je pensais que c'était ton arrière-plan. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Je sais. Désormais, on prendra Uber. La victime, Bill Bryan, 70 ans de Muscle Shoals, Alabama, était en vacances en 2024 dans le nord-ouest de la Floride avec sa femme Beverly. C'est le 18 août de cette année-là qu'il s'est rendu aux urgences parce qu'il ne se sentait pas bien. C'était à l'Ascension Sacred Heart Emerald Coast. Il avait des douleurs abdominales. Le chirurgien de garde était le docteur Thomas Cheknovski. Et selon la plainte déposée par Beverly Bryan, Cheknovski était celui qui a recommandé l'opération. Il voulait retirer la rate de son mari. Mais selon la plainte, les Bryan hésitaient et demandaient un transfert vers un autre hôpital. Ils ont refusé l'opération et souhaitaient rentrer en Alabama, rappelant qu'ils étaient seulement en vacances. Mais selon la plainte, Cheknovski a continué d'insister. Et à un moment donné, il aurait même appuyé physiquement sur l'abdomen de William et aurait dit, je cite, « Voilà pourquoi vous devez changer d'avis au sujet de l'opération ». Finalement, ils disent qu'il a cédé et l'opération a été programmée pour quelques jours plus tard, le 21 août vers 4 heures de l'après-midi. Et c'est là que cette histoire devient incroyablement triste et troublante. Selon l'ordre de suspension d'urgence du département de la santé de Floride que nous avons, le personnel du bloc opératoire avait des inquiétudes avant l'intervention. On les appelle officiellement des splénectomies et elles sont très compliquées. Et selon le rapport, il y avait, je cite, une équipe réduite qui travaillait cette nuit-là. La plainte précise que le personnel a fait part de ses inquiétudes sur le médecin à leur infirmière responsable. Je cite, il n'avait pas confiance en la défendresse Cheknovski, n'était pas à l'aise avec le fait de réaliser cette intervention à la Czech puisqu'elle n'y était pas pratiquée régulièrement. Et ils estimaient que la défendresse Cheknovski n'avait pas les compétences nécessaires pour gérer une telle intervention. Le médecin-chef, le docteur Bakani, aurait entendu ces plaintes avant l'opération, mais selon la plainte, il n'a rien fait pour l'empêcher. Apparemment, Cheknovski est arrivé en retard, de plus d'une heure, ce qui est également un signe préoccupant si cela est vrai. Le patient a ensuite été amené en salle d'opération à 17h20 et la procédure a commencé apparemment de manière mini-invasive. Mais Cheknovski est passé à une chirurgie ouverte et c'est apparemment là que les choses ont mal tourné. Selon l'affidavit d'arrestation et l'ordre du département de la santé, les témoins en salle d'opération ont donné des versions très différentes de celles du rapport de Cheknovski. Donc, le rapport du chirurgien affirme qu'il a identifié la rate, qu'il l'a disséquée, puis qu'un anévrisme de l'artère splénique a rompu, provoquant une hémorragie massive. Il affirme ensuite qu'il a retiré la rate, mais que c'était dans une tentative désespérée de sauver la vie de Bill Bryan. Mais les témoins, eux, disent qu'il s'est passé tout autre chose. Ils disent que lorsque l'abdomen a été ouvert, un côlon distendu a jailli. Donc, il y a eu une rupture visible. Et ils disent que Cheknovski a attrapé un vaisseau et a dit, je cite, « C'est effrayant ». Puis, il a utilisé une agrafeuse chirurgicale. Le patient a aussitôt subi une hémorragie sévère suivie d'un arrêt cardiaque. Ensuite, selon l'ordre du département de la santé, Cheknovski a utilisé l'agrafeuse chirurgicale, je cite, à l'aveugle dans l'abdomen. Et quand il a retiré l'organe, et c'est là que ça devient étrange, l'organe n'était pas une rate. Un membre du personnel aurait eu la nausée en voyant ce qu'il y avait sur la table, car il s'agissait clairement d'un foie. Écoutez, je ne suis pas médecin, mais en couvrant cette histoire, ce que nous avons appris, c'est qu'un foie et une rate sont très différents, car l'organe qui était sur la table pesait plus de 2100 grammes, et quand on parle d'une rate normale pèse entre 70 et 200 grammes. William Bill Bryan a été déclaré mort ce soir-là, juste avant 19h. Alors, voyons ce qui s'est passé ensuite. C'est là que cette histoire bascule d'un cauchemar médical à toute autre chose. Selon la plainte civile, après la mort de M. Bryan, l'hôpital serait passé en mode gestion de crise. Donc encore une fois, nous avons une déclaration. Nous allons parler de ce que l'hôpital a déclaré dans un instant, mais voici ce que la plainte allègue, que le PDG d'Ascension Sacred Heart Emerald Coast, le directeur médical, ce docteur Bakani, et l'ancien président du personnel médical, qui se trouvait aussi être le partenaire commercial de Cheknovski, se sont tous réunis avec le personnel du bloc opératoire. Ils se seraient rencontrés, ils auraient discuté, et ensuite, selon la plainte, c'est la version du patient. Ils auraient inventé une histoire. La cause officielle du décès, ils ont dit un anévrisme de l'artère splénique, quelque chose qui aurait soi-disant rompu pendant l'opération, mais il y avait juste un problème selon la plainte.
ce n'était pas vrai. Selon l'ordre du département de la santé, Chechnovski a dit au personnel d'étiqueter l'organe retiré comme étant une rate. La personne qui a étiqueté l'organe savait que ce n'était pas une rate, disent-ils, mais elle aurait fait ce qu'on lui avait demandé. Chechnovski est ensuite allé à la chapelle de l'hôpital. Et c'est malsain si c'est vrai, il aurait rencontré Beverly Bryan. Et selon la plainte, il lui a dit en face que son mari était mort d'un anévrisme splénique. Et puis apparemment, une infirmière était dans la pièce et personne n'a mentionné le foie. La même nuit, la superviseuse Kathleen Montag, désignée comme défendresse dans la plainte. Et selon cette plainte, elle aurait poursuivi Beverly Bryan, une veuve, jusque sur le parking. Elle voulait que Madame Bryan signe un formulaire refusant une autopsie. Réfléchissez-y. Quelques heures après la mort de son mari, dans des circonstances choquantes, pendant leurs vacances dans le Panhandle, cette infirmière l'aurait suivi jusqu'à sa voiture avec des papiers que Madame Bryan aurait signés. La plainte affirme que les formulaires remplis pour le médecin légiste ont été intentionnellement falsifiés. La cause du décès a été mal représentée selon eux. Alors, qui a finalement dit la vérité? Apparemment, c'était un pathologiste. À l'arrivée de l'organe au laboratoire, des tests ont révélé l'absence de tissu de rate, uniquement du foie. Puis le médecin légiste est intervenu. Le 17 septembre 2024, le médecin légiste du district 1 de Floride a certifié le certificat de décès. Je cite, mode de décès, homicide et les causes du décès. L'exsanguination, et encore une fois, je ne suis pas médecin, donc il se peut que je ne prononce pas correctement, mais il s'agit de l'ablation chirurgicale du foie. Et cette rate intacte, elle était toujours dans le corps de William Bryan. Donc il n'y aurait eu ni anévrisme ni rupture. Et maintenant, voici la partie qui fait vraiment se poser des questions. Comment ce médecin a-t-il même pu exercer en premier lieu? Parce que ce n'était pas la première opération sur le mauvais organe de Chechnovski. Selon l'ordre de suspension d'urgence du département de la santé de Floride, en mai 2023, plus d'un an avant la mort de M. Bryan, Chechnovski a pratiqué une autre opération. Il était censé s'agir d'une intervention appelée surrénalectomie, c'est-à-dire l'ablation de la glande surrénale, qui se trouve apparemment près du rein. Et à la place, il aurait prétendument retiré une partie du pancréas du patient. Et lorsqu'on l'a confronté à cela, Chechnovski aurait déclaré que la glande surrénale, je cite, avait migré vers une autre partie du corps. Maintenant, ce patient a survécu, mais il aurait souffert de séquelles permanentes à long terme. Voici un chirurgien, 2 opérations sur le mauvais organe, un patient blessé à vie, un autre décédé. Et selon la plainte, Ascension Sacred Heart était au courant d'au moins une partie de cela. La plainte affirme que l'hôpital avait signalé 3 erreurs chirurgicales impliquant ce chirurgien à l'état entre mai 2023 et août 2024, et les 3 concernaient Chechnovski. Mais il a conservé ses privilèges. Il semble qu'il a continué à opérer. La plainte établit un lien direct avec une autre affaire. Des années plus tôt, dans un autre hôpital Ascension à Jacksonville, Saint-Vincent, il y avait un chirurgien nommé Dr. R. David Eakin. Et il aurait été autorisé à continuer d'opérer malgré ce qu'un juge a ensuite qualifié de schéma préoccupant et troublant d'écart aux règles de l'art. Des prothèses de genoux posées à l'envers, des vis placées dans le nerf sciatique d'un patient et un patient décédé sur la table. Des centaines de poursuites judiciaires. Un juge a estimé que l'inaction de l'hôpital justifiait des dommages-intérêts punitifs en raison de son irresponsabilité. Mais il s'agissait du même groupe hospitalier, Ascension, des mêmes problèmes, prétendument selon le même schéma. Mais cette fois, c'était un autre chirurgien, ce qui nous ramène au 13 avril 2026. C'est alors qu'un grand jury du comté de Walton a inculpé le docteur Thomas Chechnovski pour homicide involontaire au second degré et que la police s'est lancée à sa recherche. Donc maintenant, il y a l'affaire pénale d'un côté, mais comme nous l'avons mentionné, il y a Beverly Bryan. Elle mène aussi ce combat civil. Elle a poursuivi Chechnovski, son cabinet, l'hôpital et plusieurs infirmières. Et son avocat Joe Zarzar a des propos très incisifs sur ce qu'il affirme s'être passé après cette opération. Avant de passer à notre entretien avec lui, je tiens à lire une déclaration publiée par Sacred Heart Emerald Coast. Citation. Le docteur Chechnovski n'a jamais été employé par Sacred Heart Emerald Coast et n'a exercé dans aucun de nos établissements depuis août 2024. Nous restons concentrés sur le respect des normes que nos patients et notre communauté attendent de nous. Maintenant, en ce qui concerne le docteur Chechnovski, il n'est pas clair s'il a engagé un avocat. Nous recevons à présent l'avocat de Beverly Bryan, Joe Zarzar. Merci monsieur d'avoir pris le temps d'être avec nous ici sur Law and Crime. Je sais que vous faites partie de cette histoire depuis environ 2 ans maintenant.
Qu'avez-vous vu en regardant cette vidéo de la caméra piéton? Qu'est-ce que cela vous a fait de voir le chirurgien être placé en garde à vue? Eh bien, la famille a été soulagée. J'ai été soulagé d'une certaine manière là, pour la famille, parce qu'évidemment, je poursuis l'affaire au civil. Mais nous avons eu le sentiment, depuis le début de cette affaire, il y a 1 an et demi, que c'était une affaire criminelle qui nécessitait l'implication du système pénal. Donc j'étais content que cela soit arrivé. Comment le fait qu'il y ait ce volet criminel influence-t-il ce que vous poursuivez du côté civil? Ce sont deux voies distinctes. Cela n'a aucune incidence. En fait, les affaires ne se chevauchent pas. Il y a deux voies distinctes dans notre système, une voie civile et une voie pénale. Et ces deux voies ne se croisent pas. Donc cette affaire ira de l'avant, peu importe ce qui se passe dans l'autre affaire. Cette affaire avancera quoi qu'il arrive dans l'autre affaire. Et en parcourant le procès civil, certaines des histoires qui ont circulé et en revenant à cette nuit terrible où Monsieur Bryan a perdu la vie. Pouvez-vous simplement nous expliquer ce que vous savez sur cet aspect en ce qui concerne le docteur? Montez voir Beverly dans une chapelle et lui expliquer ce qui s'est passé. Et ensuite comment? Comment en est-on arrivé au point où la véritable cause du décès a été découverte? Parce que cela ne semble pas être un processus aussi direct qu'on pourrait l'imaginer pour découvrir comment un proche est décédé. Oui, rien de direct là-dedans. Le médecin a retiré le foie de M. Bryan, mais en le faisant, il a dû sectionner la veine cave inférieure parce que c'est le principal vaisseau qui est attaché au foie. Et donc, quand on retire le foie de quelqu'un, il est nécessaire de couper la veine cave inférieure. Et quand on coupe ce vaisseau, on se vide de son sang très rapidement. Et sans contrôle immédiat, il n'y a vraiment pas grand-chose que quelqu'un puisse faire pour vous. Donc, vous mourrez. Le foie a été retiré de M. Bryan après qu'il ait sectionné la veine cave inférieure et l'organe a été posé sur une table dans la salle d'opération. Et le docteur a soutenu, même si toutes les infirmières et les techniciens dans la salle disaient que c'était le foie, le docteur a maintenu que ce n'était pas le foie, c'était la rate. Donc, il a commencé à dicter son rapport opératoire. Dans son rapport opératoire, il ne cite que la rate, sans mentionner le foie. Et il est allé au laboratoire de pathologie avant d'avoir terminé sa note opératoire, juste pour regarder et mesurer, a-t-il dit, la rate. Il est allé étudier le foie pendant plusieurs minutes, jusqu'à 10 minutes, prenant peut-être des mesures. Et ensuite, il est retourné finir son compte-rendu opératoire. Et encore une fois, il a insisté sur le fait que ce n'était pas le foie, même si l'organe avait un endroit où la vésicule biliaire avait été attachée et retirée lors d'une opération précédente. Ce qui est pourtant le signe révélateur pour reconnaître un foie, non? Étant 3 ou 4 fois plus gros qu'une rate, d'une couleur différente, d'un côté différent du corps, d'une forme différente, une texture différente. Même sans tout reconnaître comme chirurgien généraliste, vous noterez sûrement le point de connexion de la vésicule biliaire retirée. Donc, après avoir étudié le spécimen au laboratoire, il revient et termine son compte-rendu opératoire en disant qu'il s'agit de la rate. Ensuite, il va à la chapelle et dit à la famille qu'il est mort, que M. Bryan est mort pendant qu'on lui faisait une splénectomie et que l'artère splénique s'est rompue. Et en dernier recours, il essayait d'enlever sa rate et la rate était malade. Elle faisait 4 à 5 fois la taille d'une rate normale et elle était complètement déformée. Et il a essentiellement dit à la famille que malheureusement, il venait de mourir d'une complication d'une splénectomie. Et la procédure, si la procédure avait été réalisée correctement, et je ne suis pas médecin, et vous savez, je sais que vous avez déjà travaillé sur des cas comme celui-ci. Allait-il vers cette opération avec l'idée de que M. Bryan puisse éventuellement décéder? C'était une intervention à haut risque? C'était une intervention chirurgicale programmée. Donc il n'y avait rien de critique concernant M. Bryan. Le docteur Chagnovski a laissé entendre que c'était le cas, mais les dossiers médicaux reflètent une situation différente, plus stable.
Les splénectomies suivent généralement un traumatisme comme un accident de voiture. Les gens subissent des splénectomies parce qu'ils se rompent la rate ou qu'ils blessent leur rate lors d'un traumatisme, car elle se trouve à l'endroit où la ceinture de sécurité peut parfois causer une blessure. Souvent, la splénectomie est pratiquée dans les centres de traumatologie à la suite d'accidents de voiture ou de blessures par balle. Et donc, elles sont rarement traitées lors d'une intervention programmée. Mais là, c'était une situation où nous pensons que ce médecin était simplement ivre et essayait de se trouver des opérations à pratiquer. Et il avait un motif financier, selon nous. Et c'est pourquoi il a fait croire que M. Bryan ne pouvait pas quitter l'hôpital sans subir cette intervention. Je sais que vous avez travaillé et vous savez, il y a beaucoup de cas de fautes professionnelles qui ne débouchent pas sur des poursuites pénales. Vous avez géré de nombreux cas de fautes professionnelles dans votre carrière. Qu'est-ce qui vous a marqué? Il me semble aussi que vous l'avez longuement interrogé sous serment en novembre. Je veux dire, qu'est-ce qui vous a marqué concernant le docteur Chabnowski et la façon dont il aurait agi dans cette affaire, avant l'opération, après l'opération, et ainsi de suite? Comparé à beaucoup d'autres médecins qui peuvent se retrouver dans des situations où une erreur a été commise sur une table d'opération, qu'est-ce qui le distingue? Arrogance poussée à l'extrême. Maintenant, et je ne critique pas, mais beaucoup de gens sont arrogants s'ils sont bons dans ce qu'ils font, d'accord? Mais si tu fais une erreur aussi grave et que tu restes quand même arrogant, c'est un autre type d'arrogance à ce stade-là. C'est un niveau d'arrogance psychopathique. Tu sais, il n'y a rien de normal dans le genre d'arrogance qu'un type comme ça aurait à ce stade. Il pense toujours qu'il était un héros. Ce médecin croit toujours qu'il a été un héros lors de cette opération et qu'il a fait de son mieux. Et il essayait simplement de sauver la vie de M. Bryan, même s'il a lui-même créé tous les éléments critiques de cette situation pour M. Bryan. Il le croit toujours. Donc, s'il y a une chose qui ressort, c'est que je ne travaillerai plus jamais sur une affaire aussi scandaleuse, du moins je l'espère. Et deuxièmement, le niveau d'arrogance que ce type a est psychologiquement significatif à mon avis. D'après les citations de la déposition de novembre, il a dit qu'il ne pouvait pas faire la différence car il était trop bouleversé. Et il me semble que, quand je pense à un chirurgien, tu sais, et je n'ai pas eu beaucoup de grandes opérations, mais l'image que j'ai en tête, c'est que c'est une personne qui garde son sang-froid sous pression. Tu vois, du calibre d'un pilote de chasse, tu sais, la précision. Et pourtant, ouais, pour lui, il semble que dans cette déposition, il était très émotif. Comment cela a-t-il influencé l'histoire qu'il raconte? C'est intéressant, nous ignorions son passage au laboratoire d'anatomopathologie lors de sa déposition car il nous la cachait. Mais si j'avais su qu'il avait passé 10 minutes avec l'organe, après que tout se soit calmé, après que toute la pression soit retombée, après que M. Bryan soit mort depuis presque 1 heure, il est ensuite allé seul au laboratoire de pathologie, s'est assis avec l'organe et a eu 10 minutes pour l'étudier. D'accord. Lors de la déposition en novembre, nous l'ignorions alors. Et si j'avais su cela, j'aurais bien sûr, il ne l'aurait pas fait. Il aurait menti d'une autre manière. C'est un mensonge. Et donc, il aurait inventé autre chose à ce moment-là, n'est-ce pas? J'en suis sûr. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, comment ai-je géré le fait qu'il ait dit qu'il était confus, qu'il y avait tellement de pression au bloc opératoire et qu'il n'a pas reconnu l'organe? Eh bien, en réalité, c'est un mensonge, je dirais. Et je pense encore que c'est un mensonge parce qu'il n'a pas mentionné le fait qu'il est allé au laboratoire d'anatomopathologie après que tout se soit calmé, puis qu'il a étudié l'organe pendant près de 10 minutes. C'est juste mensonge sur mensonge sur mensonge, mais c'est typique de ce genre de personne. Ouais, et j'imagine qu'est-ce qui se passe maintenant. Et je sais, encore une fois, du côté civil, avec tout le temps que ça a pris, quelle est la prochaine étape? Et où en es-tu à ce stade? Nous allons demander à la Cour des dommages-intérêts punitifs. Nous allons mettre aussi son groupe en cause parce que nous pensons que ses collègues, le Dr Ruby et le Dr Haney, en savaient plus sur l'incompétence de ce type et l'ont laissé opérer des membres du grand public. Même si nous pensons qu'ils avaient tous les deux l'obligation de protéger les citoyens et les patients contre cet homme. Donc, nous allons examiner Genesis Care et leur responsabilité dans cette affaire.
Nous estimons que ses partenaires partagent partiellement la responsabilité, c'est-à-dire ses 2 collègues chirurgiens ayant travaillé avec lui. Fait intéressant, ils ont interrogé l'un de ses partenaires, le plus âgé, après que les histoires de foi concernant M. Bryan soient sorties. Ils ont dit que l'Agence pour l'administration des soins de santé, qui est une agence gouvernementale en Floride, supervisant les hôpitaux. Ils ont rencontré l'un des partenaires, l'un des collègues, et ils lui ont demandé « Quelle est votre réaction face au fait que l'un de vos collègues ait retiré un foie au lieu d'une rate et ait tué un homme ?» La réaction normale serait « Nous sommes stupéfaits et désolés pour la famille. Je ne supporte pas que cela soit arrivé. Je suis désolé que cela soit arrivé dans une organisation à laquelle je suis lié. Il ne devrait certainement plus exercer la médecine, ni avec moi, ni avec qui que ce soit d'autre. » Non, ce n'est pas la réaction qu'il a eue. Sa réaction a été « Vous tous, vous les médias, vous, l'Agence pour l'administration des soins de santé, et cet avocat que je qualifie potentiellement de terroriste, et il a utilisé mon nom, viennent après nous. » Et tout ce que ça fait, c'est faire fuir de bons médecins comme le docteur Chagnovski. Et ça crée plus de travail pour moi et mon autre collègue ici, parce que le docteur Chagnovski, le bon et attentionné monsieur qu'il est, ne peut plus exercer la médecine. Donc, pour des raisons qu'on ignore encore, quand je prendrai sa déposition, le docteur Ruby pense que le résultat de tout ça, c'est seulement plus de travail pour lui, parce que ce boucher de chirurgien ne peut plus prendre ses gardes, ce que je trouve incroyable. Encore une fois, je ne suis pas médecin, mais le foie et la rate semblent assez éloignés. De l'extérieur, ça en a l'air. À quel point est-il courant que quelqu'un confonde un organe comme ça? Les chirurgiens généralistes à qui je parle, à l'exception du Dr. Haney, de son partenaire et du Dr. Ruby, pensent tous cela. La seule façon pour un chirurgien généraliste certifié dans cette spécialité de faire une telle erreur, c'est s'il est mentalement dérangé ou s'il a un trouble cérébral organique, une démence précoce ou s'il prend des drogues. C'est ce que la plupart des chirurgiens généralistes disent. Et avez-vous découvert, ou qu'avez-vous découvert sur son parcours, qui lui a permis d'être certifié pour se retrouver dans une position où il aurait pu, soi-disant, imposer une procédure à une famille et que cela se passe aussi mal que ça? Je veux dire, comment quelqu'un, je pense que c'est la plus grande question pour beaucoup de gens qui regardent ceci. Comment ce type a-t-il fini par se retrouver dans une position où il peut être chirurgien comme ça? Je ne sais pas, c'est un docteur en médecine ostéopathique, je ne dis rien à ce sujet, mais ensuite il a fait une formation complémentaire d'après les documents qu'il nous a fournis et ce que nous avons. Et il est un chirurgien généraliste certifié dans sa spécialité, ostéopathe, médecin, et jusqu'à présent, nous n'avons pas pu découvrir grand-chose à part l'intervention sur la glande surrénale qui a eu lieu en 2023, où il a retiré le pancréas d'une personne au lieu de sa glande surrénale. Il a travaillé en Alabama pendant un certain temps. Il affirme que c'était une expérience professionnelle exemplaire. Nous entendons autre chose. Ensuite, il a rejoint cet hôpital à Destin. Et donc, nous avons environ 4 ans de problèmes. Aucun n'est aussi grave que le cas de M. Bryan, bien sûr. Avant M. Bryan, il y a eu une opération sur le mauvais site. Une partie du pancréas a été retirée au lieu d'une glande surrénale, 2 organes très différents. Oui. Et enfin, comment va cette famille? Je sais que c'est une question difficile à exprimer avec des mots. On perd un être cher de cette façon, mais il y a aussi toute l'attention nationale autour de ça. Et puis on apprend tous les petits détails qui sont allégués dans le procès. Comment Beverly et le reste de la famille gèrent-ils tout ce qui entoure cette affaire? Madame Bryan est soulagée. La dernière fois que je lui ai parlé, c'était vendredi, et elle était soulagée que l'affaire pénale arrive enfin à un point décisif, n'est-ce pas? Et elle était tellement inquiète qu'il puisse s'en sortir parce que le système civil n'est vraiment pas conçu pour mettre ces gens-là hors d'état de nuire, vraiment. Je déteste dire ça. Je déteste admettre que nous avons des limites, mais les compagnies d'assurance viennent à la rescousse de ces médecins, n'est-ce pas? Et les affaires civiles peuvent rendre plus difficile l'obtention d'une assurance, n'est-ce pas? Cela peut vraiment coûter très cher aux compagnies d'assurance. Concernant le fait de les empêcher d'exercer, ce n'est pas efficace. Ce n'est pas fait pour cela. Le système pénal fait mieux à ce niveau. Donc elle est soulagée dans le sens où maintenant, cet homme ne pourra, espérons-le, plus exercer la médecine, du moins dans un grand pays, et espérons-le, pour toujours.
C'est donc ce qu'elle ressent plus que toute autre chose en ce moment. Merci Maître Joe Zarzer d'avoir pris le temps d'être avec nous sur Law and Crime. Nous vous en sommes reconnaissants. Oui, merci. C'était On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Nous sommes désormais aussi sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.